À tous, bienvenue au webinaire mensuel du réseau Reboisement Liniculture Québec, le 2RLQ. Je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC. Je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau avec mon collègue Raed Elfarjani qui en est le coordonnateur. Donc, pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Il sera donc disponible aux personnes qui n'auront pas pu se joindre à nous ce matin. Aujourd'hui, nous abordons des thématiques qui sont en lien avec la valorisation des matières résiduelles fertilisantes et la séquestration du carbone dans les plantations. Ce webinaire sera animé par Nicolas Bélanger, un des co-directeurs du 2RLQ. Ce matin, 3 chercheurs vont venir nous présenter leurs travaux. Donc, il s'agit de Roch Ouimet, qui est chercheur au sein du service de la génétique, de la reproduction et de l'écologie à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et qui nous parlera du potentiel des biosolides municipaux comme matière résiduelle fertilisante de grand potentiel pour les plantations forestières. Nous aurons ensuite Jolène Arsenault, qui est professeure de recherche à Valores, qui est un institut de recherche en sciences appliquées localisé au Nouveau-Brunswick et qui nous parlera du rôle des amendements en cendres dans la fertilité du sol, la croissance et le statut nutritionnel de l'érable à sucre. Et enfin, nous aurons Patrick Faubert, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui nous parlera de la valorisation des biosolides de papetière comme des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'écologie industrielle. Alors, je voudrais vous rappeler rapidement la forme que ça va prendre. Après chaque présentation d'environ 12 à 15 minutes, vous serez invité à poser vos questions par écrit aux intervenants avec la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran et c'est Nicolas qui va animer cet échange. Donc, avant de commencer les présentations, je vais inviter Nicolas à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau, ainsi que sur la tenue du premier colloque de ce réseau qui va se tenir sur 3 demi-journées entre le 4 et le 6 octobre prochain. Bon, Nicolas, tu as la parole. Merci Patrick. C'est ça, c'est le réseau, en fait, le réseau Reboisement Liniculture Québec. C'est un réseau que je co-dirige là, avec Nelson Tifo, mon bon collègue là, au Centre canadien sur la fibre de bois à Québec. Donc, c'est un réseau de transfert de connaissances. Il contribue à l'essor de la plantation d'arbres, tant en milieu forestier, dans une perspective évidemment d'augmentation de la productivité forestière, mais également dans une perspective là, de développement et de maintien des infrastructures vertes, également de restauration écologique de sites perturbés, voire anthropisés. Le réseau compte sur l'expertise et la collaboration de 20 chercheurs réguliers qui proviennent de 8 universités, 2 centres de recherche gouvernementaux. Également, les activités du 2RLQ là, vont se manifester par de nombreux projets de recherche qui portent sur différents thèmes. On compte 7 thèmes au 2RLQ. C'est la croissance et le rendement des plantations, la restauration écologique de sites perturbés, les plantations de résilience, la phytorémédiation et la production de produits biosourcés, l'amélioration génétique et l'adaptation, la valorisation des matières résiduelles fertilisantes et la séquestration du carbone, ce dont on discute aujourd'hui, et la transformation des bois et la chaîne de valeur. Donc, sans plus tarder, on fait évidemment beaucoup de transferts de connaissances à travers cette série de webinaires-là. Je vous invite également à aller visiter le site du 2RLQ, 2rlq.teluc.ca. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations, incluant les vidéos des webinaires, également toutes sortes de fiches techniques que nos professionnels préparent pour vous. Le site est de plus en plus dynamique. Je vous invite à le visiter. Et très important, on a travaillé très, très fort à l'organisation de notre premier colloque qui va se tenir sur 3 demi-journées le 4, 5 et 6 octobre. C'est un colloque qu'on organise en collaboration avec le réseau Environnement. Et la première demi-journée va porter sur la stratégie nationale de production de bois et l'intensification de la sylviculture, donc tous les enjeux pour l'aménagement durable des forêts. La deuxième demi-journée, donc le 5 octobre, va traiter des impacts des changements climatiques sur la biodiversité des forêts. C'est une demi-journée qui est organisée en collaboration avec le laboratoire d'Alain Paquette à l'UQAM.
Et la troisième journée va porter sur les défis et les solutions pour le maintien et la bonification du parc forestier en milieu urbain et périurbain. Donc, ces demi-journées-là vont être constituées de présentations. Également, chaque journée va avoir aussi un panel qui va durer au moins 60 minutes là, et qui va être constitué de membres, de différents experts issus de l'industrie, des différents gouvernements et du monde universitaire également. Donc voilà, sans plus tarder, je pense que je vais inviter mon bon collègue Roch Ouimet. Je suis content de voir Roch vous présenter aujourd'hui. Je connais ses travaux, c'est très, très intéressant. Puis je suis heureux qu'il ait accepté de partager ses résultats avec nous. Donc, Roch, je te cède la parole. Merci, Nicolas, Patrick et Raed. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite conférence sur les biosolides municipaux. Alors, une matière résiduelle fertilisante de grand potentiel. Je vous présente aussi mes deux collègues ici qui ont participé à ces travaux-là et puis qui sont rendus maintenant ailleurs. Anne-Pascale Pion, qui est agronome et puis conseillère là, en production maraîchère et culture biologique dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis Marc Hébert, qui était avant au ministère de l'Environnement, qui est maintenant agronome consultant. Alors, sans doute le plus grand spécialiste des matières résiduelles là, fertilisantes ou matières résiduelles au Québec. On va essayer de changer la diapo. OK. OK. Pourquoi s'intéresser aux matières résiduelles fertilisantes? Si on regarde un peu le contexte actuel avec la nouvelle stratégie nationale de production de bois là, du ministère des Forêts, Fonds de Parc, si on regarde les objectifs, on regarde l'objectif numéro 7, accroître la récolte du bois déjà disponible en forêt privée. Puis l'objectif 8, augmenter la production de bois en forêt privée. C'est deux objectifs qui ont rapport avec la forêt privée. Et puis les matières résiduelles fertilisantes, ben, disons, c'est près là, du monde. Hein. Fait que, si ça a une application, ça sera sans doute là, en grande partie en forêt privée. Un autre objectif, si on regarde l'axe 4 de la stratégie nationale, c'est de contribuer à l'augmentation de la séquestration de carbone en forêt et dans les produits forestiers. Donc, ça va avec la production forestière. Et puis, un autre axe sur l'innovation et les connaissances, non seulement l'objectif 10 qui est de soutenir l'innovation, la recherche et le développement, mais aussi et surtout intégrer les connaissances actuelles là, à la pratique forestière. Alors, ce sont tous des objectifs dans lesquels là, les matières résiduelles fertilisantes sont interpellées. Et puis, du côté du ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique, hein, on sait que la politique québécoise, la gestion des matières résiduelles tire un peu de la patte. Il y a une politique qui est de recycler toutes les matières organiques existantes, là, passer de 25 en 2015 à 60 en 2023. On est encore loin de ce chiffre, de ce pourcentage-là présentement, je crois. Alors, c'est un objectif. Et puis, quand on pense aux matières résiduelles, ce sont les cinquièmes émetteurs de gaz à effet de serre au Québec. C'est quand même un secteur important là, dont il faut se préoccuper. Le traitement des eaux usées municipales, hein, ça concerne tout le monde. Et pourtant, c'est un processus quand même assez simple. Là. Ce sont nos eaux d'égout qui vont dans la station d'épuration. La plupart au Québec, on est équipé maintenant de stations d'épuration des eaux usées, alors qui séparent l'eau des solides. Alors, les solides sédimentent, et puis il y a une fermentation qui dure environ une vingtaine de jours. Alors, c'est transporté, puis c'est soit brûlé, soit entreposé, soit mis dans les centres d'enfouissement. Ou sinon, ben, on fait de l'épandage de biosolides.
Si on regarde la composition chimique des biosolides municipaux, vous voyez, c'est bon, à 80 c'est de la matière organique. Alors, le taux de siccité, c'est-à-dire le pourcentage de matière sèche, c'est environ 8 en moyenne. Et puis, vous voyez, c'est une source d'azote principalement et de phosphore et faiblement de potassium. Alors, si on compare ça aux engrais du magasin, c'est du 7,7,1. Alors, ça contient aussi d'autres choses, hein. Ça contient certains métaux traces. Si on regarde les métaux traces, sans doute le plus préoccupant dans ces métaux-là, c'est le cuivre, le zinc, le manganèse peut-être, mais surtout le cuivre qui semble être en quantité assez importante, là, relativement importante en termes de métaux traces. Alors, j'ai eu l'occasion de retourner visiter avec mes collègues, là, retourner dans trois plantations où on avait fait l'expérience d'épandage de biosolides municipaux dans la région de Victoriaville. Alors, une plantation où on a mis du chêne rouge, de l'épinette blanche et du pin rouge, qui sont situés, vous voyez ici, dans les hautes terrasses des Appalaches. C'est une zone plutôt sableuse. Et puis, les taux d'application ont varié là, suivant les expériences à chacun de ces trois sites-là. Il y avait toujours un témoin, et puis soit 70, 200 ou 400 mètres cubes à l'hectare liquide de biosolides épandus sur le terrain avant plantation. Alors, on voit ici une photo d'époque. À l'époque, le terrain qui avait été, ce cas-ci, c'était la plantation de chêne rouge qui allait avoir lieu. Alors, c'est une ancienne sablière. Alors, il y a eu des travaux de fait et puis l'épandage de biosolides. On regarde rapidement qu'est-ce que ça va l'air, ces plantations-là. Alors, la plantation de chêne rouge, le témoin versus le 400 mètres cubes à l'hectare, alors 19 ans plus tard. La plantation d'épinette blanche dans un terrain en friche. Et puis une plantation de pin rouge là, dans un terrain en friche après 16 ans. C'est ce que ça ressemblait. Alors, les sols, comme je vous ai parlé, c'était surtout des sables. On voit ici, là, c'est un échantillonnage volumétrique qu'on a fait. Et puis, on voit évidemment l'humus au-dessus qui s'est accumulé légèrement avec le sable en dessous. On a utilisé le principe là, de bilan de masse pédologique pour calculer où sont allés les éléments nutritifs dans ce sol-là une fois épandu. Ce qui est intéressant avec ce concept-là de bilan de masse pédologique, c'est que ça permet de calculer le changement de masse. Le sol, vous voyez le schéma en dessous ici, là, au temps T0, 1 et 2. Le sol, ça évolue dans le temps. Et puis, lorsqu'il s'ajoute des choses, ou la végétation croît, ou le sol évolue lui-même, le sol, non seulement change de volume, mais aussi change de densité à l'intérieur de chacun des horizons. Et puis, il y a un mouvement de matière qui se passe. Alors, la plupart de nos cas, nos sols podzoliques, c'est des mouvements de matière vers le bas. Mais vous voyez que le sol aussi a un mouvement de matière vers le haut avec le changement de volume, tout ça. Et puis, ce concept-là de bilan de masse pédologique, que je trouve qu'il n'est pas assez enseigné de nos jours, en tout cas dans les sols, gagnerait à être enseigné parce que ça permet justement de calculer justement où vont les éléments là, dans le sol. Et puis c'est basé sur les éléments mobiles, en tout cas les plus immobiles du sol, là, on pense au strontium, au titane, alors qu'ils sont très peu lessivés, alors qu'ils changent très peu de place dans le sol. Et puis, c'est valable, là, évidemment, pour les substrats d'origine homogène. Là, quand on pense, par exemple, au temps T0, si on a différents dépôts de surface d'où origine le sol, bien évidemment, ça ne s'applique pas, là, ce principe-là. Parce que le principe est qu'on compare toujours comment les éléments ont évolué dans les horizons qui sont peu ou pas altérés par les activités pédogénétiques et puis ceux qui sont plus affectés là, par les processus de pédogénèse en surface. Alors, si on regarde, juste ici pour vous montrer le carbone immobilisé dans la biomasse, dans les trois plantations, en fonction des doses de biosolides, en fonction de l'âge de la plantation.
Alors, on voit ici évidemment que les doses de biosolides ont accru l'accumulation de biomasse là, dans la plantation du chêne rouge et les pilotes blanches. Alors, pas de différence là, du côté de la plantation du pin rouge. Hein, évidemment, le pin rouge, c'est une essence assez extraordinaire sous notre climat. C'est sans doute l'essence résineuse de la plus grande croissance, là, la plus productive là, dans le sud du Québec. Si on regarde dans les stocks de carbone à l'hectare dans chacune de ces plantations-là, alors en vert, on a la végétation au-dessus de l'axe du zéro, et puis en dessous, on a dans les différents compartiments du sol à 0,10 cm, 10, 20 et 20, 40, en fonction de la dose de biosolide qui était appliquée là, les années auparavant. Alors, on voit que pour la plantation de chêne rouge, alors avoir appliqué une dose de 200 m3 de biosolide à l'hectare, la croissance a augmenté de 400 et puis de presque 750 pour la haute dose. Dans la plantation d'épinette blanche, on voit plutôt une augmentation de l'ordre de 98 de la biomasse, et puis pin rouge, seulement 21 Lorsqu'on regarde les stocks de carbone dans le sol, alors on parle il n'y a pas de différence entre la dose dans la plantation de chêne rouge, entre la dose de 0 et 200 m3 à l'hectare, mais une augmentation de carbone dans le sol de 32 dans la haute dose. En passant, la petite colonne que vous voyez ici, c'était le carbone qui est contenu dans la dose de biosolide. Alors, vous voyez que c'est quand même, la dose de biosolide a quand même créé, là, a pu faire augmenter le stockage de carbone dans le sol. Pas de différence significative dans le sol pour ce qui est de la plantation d'épinette blanche et puis non plus pour le pin rouge. Lorsqu'on regarde globalement pour tout l'écosystème, on voit que dans la plantation de chêne rouge, le stock de carbone a augmenté de 89 dans la dose de 200 m3 à l'hectare et puis de presque doublé là, dans la dose de 400 m3 à l'hectare. Dans la plantation d'épinette blanche, on parle d'une augmentation d'environ 31 globalement dans tout le système sol-plante. Et puis, pin rouge, pas de différence significative. Si on regarde dans le sol, qu'est-ce qui s'est passé avec le phosphore? Alors, un des éléments qui était le plus apporté avec les biosolides, on voit que ici, c'est un graphique qui vous montre en fonction de la quantité de phosphore accumulée dans le sol en fonction de la dose appliquée et puis la profondeur dans le sol. Alors, on voit que le phosphore, on regarde, ici, on a le zéro d'accumulation. On voit qu'ici, avec les doses de 400 m3 à l'hectare, on voit que ça a eu tendance à s'accumuler plus que les autres. Sauf que lorsqu'on fait le calcul de ça, on voit que c'est équivalent à la dose à peu près qu'on a appliquée. Alors, il n'y a pas eu de perte de phosphore là, de ces sols-là. Tout le phosphore qui a été appliqué est encore présent là, dans l'écosystème. Récemment, je parlais avec un chercheur de l'UQAM, M. Marc Lucotte, qui s'intéresse aux biosolides et puis l'épandage de biosolides dans les grandes cultures. Et puis, il me faisait savoir que la majorité du phosphore dans les biosolides est sous forme d'acide amino-méthylphosphonique. Alors, grand mot pour dire l'AMPA, qui est un acide aminé, qui est une molécule particulière, alors qui est toxique pour les plantes, et puis d'ailleurs, qui provient, entre autres, là, de dégradation de plusieurs produits, là, et puis même en agriculture, c'est un produit le principal produit de dégradation du glyphosate, alors le fameux Roundup, là. Ce qui fait que Marc, M. Lucotte se posait beaucoup de questions aussi, à savoir est-ce que les biosolides sont vraiment bénéfiques là, pour l'application dans les plantations ou même en agriculture, parce que on retrouvait cette molécule-là en concentration assez importante dans les biosolides. Alors, ça fait un bémol là,
croyaient que les biosolides, c'était super, mais disons qu'il y a encore des travaux à faire pour voir vraiment si cette molécule-là cause des problèmes dans le sol. Si on regarde du côté des métaux traces, alors le cuivre s'est accumulé aussi dans le sol. Vous voyez vraiment en surface, là, dans les 5 premiers centimètres de sol, on trouve le cuivre s'est accumulé. Il y a eu du lessivage aussi parce que ça ne correspond pas aux doses appliquées, mais il y a eu de l'accumulation. Alors, il y a eu environ 5 kg de cuivre qui s'est accumulé dans ces sols-là à l'hectare. Ça correspond à une concentration de 20 ppm. Là. On est encore loin des limites, là, des normes là, de matière pour le cuivre là, avec le ministère de l'Environnement hein, qui est de 100 ppm. Alors, il ne semble pas avoir de problème là, avec une application unique là, de l'ordre de 400 m3 à l'hectare de biosolides là, pour le cuivre. Alors, en conclusion, le biosolide, ça semble très prometteur, en tout cas pour accroître la croissance des jeunes plantations là, en forêt privée. Alors, ça augmente aussi le puits de carbone dans le sol. Selon l'essence, ça semble bénéfique au plan du bilan du carbone, mais pour ce qui est d'impact négatif sur les sols, donc j'ai mis un petit point d'interrogation. Il reste à trouver un peu c'est quoi l'effet de cette AMPA-là, de cette molécule de phosphore-là. Est-ce qu'il est vraiment cause des problèmes là, au niveau de la diversité biologique dans le sol ou au point de vue de la toxicité des plantes. Ça reste que les biosolides sont une responsabilité sociale. Hein? Il y a un proverbe africain qui dit on a beau dissimuler ses excréments au fond de l'eau, ils finissent toujours par remonter à la surface. Alors, il faut régler ce problème-là au lieu de on n'est pas pour retourner en arrière, là, hein, de retourner dans les bécosses. Ça me fait à ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Roch. Excellente présentation, très intéressant. Le temps que les gens peut-être rentrent leurs questions dans le chat, là, je pourrais peut-être t'en poser une. Est-ce que tu as idée, justement, par rapport à la MPA, est-ce que c'est plus abondant dans les biosolides municipaux que papetiers par hasard? Ou... Oui, tout à fait, parce que, en fait, la majorité du phosphore qui est sous cette forme-là dans les biosolides municipaux proviennent de nos savons, des détergents. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, on dit que tous nos détergents, à ce temps, la publicité dit que tous nos détergents ne contiennent pas de phosphate. C'est sûr, ils ne contiennent pas d'ion phosphate, mais ils contiennent du phosphore quand même, et puis c'est sous une forme organique. Alors, cette forme de phosphore-là entraîne justement la formation là, par sa dégradation d'AMPA, qui lui est un produit de dégradation là, similaire au glyphosate. OK. Merci pour ça. Bon, je pense que ça répond à la question à Michel. Michel Labrec avait la même question. Il y a Vanessa Grenier qui pose la question. Est-ce que les doses appliquées en milieu forestier sont calculées en fonction des besoins en phosphore comme les cultures agricoles? Quels sont les besoins en phosphore et azote des essences forestières? Merci pour la question. Oui, bien, les doses appliquées, il faut quand même respecter les normes là, du ministère de l'Environnement qui sont surtout basées sur la quantité d'azote appliquée. Alors, je ne me souviens plus exactement c'est quoi la quantité. Je pense que c'est 100 kg d'azote à l'hectare, le maximum qu'on peut appliquer en une fois, ce qui fait que c'est ça qui limite l'épandage. Pour ce qui est du phosphore, on n'était pas tellement inquiet parce que il n'y a pas vraiment de normes là-dessus pour les plantations forestières parce que ce sont surtout faites sur des sols acides, hein, des podzol qui ont un très grand pouvoir de séquestration du phosphore, alors un très grand pouvoir d'immobilisation, ce qui fait qu'on ne pense pas que, en tout cas à date, il n'y avait pas de normes là, pour ça, hein, pour les matières résiduelles fertilisantes. C'est l'azote qui limite là, les taux d'application. C'est ce qu'on voit aussi en estrie là, avec les biosolides papetiers. On ajoute beaucoup de phosphore, mais il est rapidement séquestré, précipité sous les conditions acides des sols forestiers. Donc, si je ne vois pas d'autres questions, je t'en poserai peut-être une dernière.
je voyais qu'il y a quand même peu de réponses du pain rouge, alors qu'il y a une plus grande réponse de l'épinette blanche. Puis c'est un peu l'effet inverse qu'on a vu à travers là, le réseau HNET, c'est-à-dire généralement, l'épinette noire, l'épinette blanche répondent pas très bien au traitement de fertilisation, mais avec les cendres notamment. Là, ça, c'est un contexte différent. Alors que le pain gris, lui, répond fortement. Donc, est-ce que tu aurais une réponse? Une idée pourquoi le pain rouge répond pas mieux que ça au traitement de fertilisation? Ben, c'était une expérience qui était faite dans une plantation, hein, sur sable. Et puis, je ne sais pas, j'attribuais ça au fait que le pain rouge est une essence qui est très vigoureuse, là, qui va pousser dans des milieux, dans Mhm, le sud du Québec, en tout cas, dans des milieux là, pauvres comme ça, des milieux mhm, sableux comme ça, et puis qui a un enracinement très profond, hein. mhm. Alors, OK. Ouais, ben, non, ça a du ouais. sens. OK. Intéressant. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Roch. J'apprécie. Je pense qu'on va tout de suite passer à Jolène qui va nous parler justement de la fertilisation avec les cendres dans les érablières. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Là, je vois que Jean Bousquet vient de poser une question. N'hésitez pas, là, on pourra revenir là, peut-être à la fin des présentations là, s'il nous reste du temps. Donc, réservez vos questions pour Roch, il n'y a pas de souci. Donc, Jolène, est-ce que tu es prête à partager Oui. ta présentation? Donc, pour vous mettre en contexte, Jolène a fait son mémoire de maîtrise sous la supervision de David Rivet à l'UQO. Et j'étais en co-supervision, et puis Roch était impliqué d'ailleurs, Simon Bilodeau-Gauthier également, et plusieurs autres là, dans le cadre de son projet. Bon. Parfait. Bien, merci, Nicolas, pour la présentation. Puis, comme le titre de la présentation l'indique, moi, je vais présenter un projet qui est sur l'utilisation des cendres dans une érablière. Et je vais principalement parler des propriétés chimiques du sol, de la nutrition et de la croissance. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter proviennent de l'article qui est affiché à l'écran. Puis, je vais la remettre à la fin de la présentation pour eux qui veulent la prendre en note. Donc, pour commencer, je vais vous faire un petit portrait de la situation des érablières dans l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, depuis les années 80, on parle beaucoup de dépérissement, de dieback, dont les érablières font face. Donc, c'est un problème dans lequel on aperçoit beaucoup une faible génération, de la perte de croissance, de la mortalité dans les peuplements et l'envahissement du sous-bois, notamment par des espèces de fougères. Bien que la santé des peuplements se soit améliorée avec le temps, il y a quand même des érablières qui sont encore dans des situations de dépérissement. Donc, on a plusieurs facteurs qui sont associés, qu'on peut dire, genre, pointer du doigt. Donc, plusieurs interactions biotiques-abiotiques. Et dans le cas du Québec, on parle beaucoup de l'acidification du sol. Donc, l'acidification du sol, c'est d'où ça provient. C'est principalement rattaché avec les dépôts atmosphériques azotés. Les pluies acides qu'on parle de souvent, donc on a souvent des soucis de lessivage des cations, donc les cations, les éléments essentiels pour la nutrition, et l'acidification du sol dont j'ai parlé d'eux. Comment ça se fait? C'est que tu as un apport d'ions d'hydrogène qui arrive dans le sol, et eux aussi vont aller s'associer avec les éléments qui sont essentiels pour la croissance des arbres, et cette combinaison va les rendre incapables d'être pris par les racines des arbres. Donc, ça va créer un stress nutritif aux plantes. Donc, l'amendement en cendres, qu'est-ce qu'on fait habituellement, genre comme le traitement conventionnel, c'est l'utilisation de la chaux, de l'hométique ou calcique, mais c'est quand même une exploitation de carrière. Donc, tu as tous les enjeux de CO2, l'exploitation, le déplacement de cette chaux. Et ça fait, en fin de compte, un intrant qui est très coûteux. Et un alternatif qui est intéressant, c'est la cendre. Parce que la cendre, c'est un produit dérivé genre de la production de bois. Il contient 50% des capacités neutralisantes de la chaux.
Et de toute façon, la cendre, une fois que tu l'as produit, si tu veux t'en débarrasser, il va falloir que tu payes pour la faire enfouir. Donc, autant bien en faire un produit de revalorisation. Donc, l'amendement en cendre, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, surtout dans les pays scandinaves, qu'elle a été très étudiée. Donc, on sait qu'elle a vraiment un potentiel pour augmenter la fertilité du sol. On sait qu'au niveau des résidus, des arbres résineux, que ça a vraiment augmenté leur statut nutritif foliaire. Toutefois, en Scandinave, il y a peu d'études qui s'attardent sur les essences feuillues comme les érables pour savoir quel était l'effet. Au niveau du Canada, on a déjà quelques études qui sont faites en forêt boréale, notamment dans le coin de l'Abitibi. Il y a une étude que j'avais trouvée en forêt tempérée dans le coin de l'Ontario qui proposait des résultats qui étaient quand même positifs. Toutefois, on n'a rien encore sur le statut nutritif foliaire des essences feuillues et on n'a pas nécessairement d'informations dans le contexte des forêts boréales, forêts tempérées et des érables au niveau de la croissance. Donc, sur ce, le projet que j'ai eu, donc c'était l'utilisation des cendres, que j'ai eu plusieurs dosages, 5, 10 et 20 tonnes par hectare, dans lequel je vais observer l'effet à court terme sur la fertilité du sol, le statut nutritif foliaire et la croissance. Donc, j'ai fait sur l'horizon organique minéral, j'ai fait sur les érables à sucre mature et des semis. Donc, des semis de régénération naturelle et des semis qu'on a transplantés. Donc, la première expérience, c'est celui avec la régénération naturelle, où j'ai seulement un traitement contrôle avec rien et un autre traitement où j'ai eu 20 tonnes de cendres appliquées à l'hectare, dans lequel j'ai des parcelles et des arbres qu'on a déjà identifiés pour faire des suivis au bout de 3 ans. Et c'est 15 sites qui sont un peu plus au nord de Sherbrooke jusqu'à la frontière aux États-Unis. Donc, ça couvre quand même une bonne superficie. La deuxième expérience avec les semis qui ont été transplantés, s'attardait vraiment plus aux différents dosages de la cendre qu'on a épandue. Et j'ai 4 sites un peu plus au nord de Sherbrooke. Et pour aujourd'hui, je vais simplement m'attarder avec les résultats foliaires. Il y a Samuel Royer-Tardif qui présente des résultats au niveau des gaz à effet de serre et tout ce qui est les résultats pour la fertilité du sol qu'on peut aussi aller consulter. Donc, on va aller directement dans les résultats. Au niveau du pH du sol, le pH dans le sol, dans l'horizon organique a été significatif à partir de la 3e année. Du côté du minéral, on a une tendance, mais rien de carrément significatif pour le moment. Et au niveau des éléments nutritifs dans le sol, on a le phosphore, le calcium et le magnésium qui sont significatifs. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ces résultats-là, c'est que c'est les premières fois qu'on a des résultats significatifs aussitôt avec l'épandage en cendre. Donc, pour faire comparer avec l'étude qui avait été faite dans le coin de l'Abitibi, les résultats étaient significatifs au bout de 8 ans, comparé avec le projet ici où à partir de 3 ans, on a quand même des effets positifs. Donc, c'est quand même une première pour ce côté-là. Donc, là, je vais vous parler de mes analyses nutritives foliaires. Puis, je vais vous parler du DRIS, qui est le Diagnostic Recommendation Integrated System. Donc, pourquoi j'utilise le DRIS? Parce que avoir juste la concentration d'azote ou de calcium tout court dans la feuille, ça ne permet pas de les mettre en relation parce qu'on est dans un ensemble, la plante est un système. Donc, ça me permet de les mettre, faire des ratios, les mettre les uns avec les autres et ça donne un meilleur portrait global de la santé de la plante. Donc, pour ce faire, on utilise des ratios de nutriments qui sont déjà connus comme étant optimales. J'ai pris mes concentrations de nutritifs bruts. Je les ai rentrés dans un super de beau calcul que j'ai un script sur R pour. Et ensuite de ça, j'obtiens des indices, donc des chiffres qui vont me permettre de vous présenter de façon vraiment chiffrée l'état de santé des érables. Donc,
Le DRIS, il se lit de cette façon ensuite. Donc, plus que tu es proche du zéro, plus que tu arrives à un équilibre. Donc, plus que tu es inférieur entre 0 et moins 15, on dit que tu es en carence nutritive et en tout cas, ce qui est inférieur à moins 15 est considéré comme une carence nutritive significative. Tout ce qui était au-dessus du zéro est en excès. Donc, le plus près qu'on est capable d'être du zéro, le mieux qu'on est. Donc, là, j'ai les résultats de la première expérience avec les semis d'érable à sucre de régénérescence naturelle, avec mon contrôle et mon 20 tonnes de cendre à l'hectare, dans lequel on s'aperçoit avec les flèches, parce que j'ai mis des flèches vertes, c'est que c'est bien. J'ai un effet quand même positif. J'arrive à rapprocher mes éléments nutritifs de mon indice 0, donc c'est super. Et au niveau des érables à sucre matures, on voit que j'ai certains éléments comme le phosphore, le potassium et le magnésium, puisque j'ai eu un effet contraire, un peu plus négatif. Toutefois, l'azote et le calcium ont quand même eu un effet bénéfique. Donc, c'est ça, c'est intéressant de voir tous les éléments de façon individuelle, mais il y a l'avantage du DRIS, c'est que j'ai aussi un indice de déséquilibre nutritionnel, le IND, qui me permet genre de faire en gros une conclusion générale sur tous les éléments nutritifs. J'ai marqué en encadré le phosphore parce qu'il était significativement inférieur avec l'application. Et pour le calcium, il y avait quand même un effet significatif positif pour les érables à sucre mature. Je vais revenir à mon IND. La façon qui se lit, donc, je vais avoir un bilan. Et de 0 à 60, c'est un statut nutritif équilibré. Jusqu'à un indice de 100, on parle d'un déséquilibre nutritionnel léger, allant à modéré jusqu'à majeur. Donc, ça me permet d'avoir vraiment un beau chiffre qui est facile à interpréter, dans lequel je vois que les semis d'érable à sucre de régénération naturelle, j'ai vraiment réduit mon IND, et donc j'ai vraiment eu un effet positif suite à l'application de la cendre, et c'est un effet contraire pour les érables à sucre. Donc, c'est intéressant à voir qu'au niveau des stades de vie, genre, ils ne vont pas réagir de la même façon suite à l'amendement. Donc là, j'ai ma deuxième expérience dans laquelle j'ai 4 dosages, donc le contrôle, le 5, 10 et 20 tonnes de cendre à l'hectare, dans lequel j'ai un peu genre les mêmes réactions à travers tous les traitements de façon modérée. Donc, plus qu'on va genre vers le 20 tonnes de cendre par hectare, l'azote il bénéficie, le calcium, le phosphore, puis de façon générale, l'indice de déséquilibre est meilleur lorsqu'on va avec des plus hautes doses de cendre. Donc, c'est quand même super intéressant. Et genre, ouais, mon azote, mon calcium et mon IND pour cette expérience-là étaient significatifs. Donc, là, je vais vous parler de mes résultats de croissance. Donc, commencer avec les érables à sucre de régénérescence naturelle. J'ai malheureusement eu aucun effet vraiment significatif de la croissance après 3 ans. C'est seulement des tendances qu'on peut observer, mais vraiment rien que je peux dire. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on rapporte, c'était vraiment des fois oui, des fois non, donc c'était rien de conclusif comme mes résultats. Et j'ai aussi les résultats pour la croissance des érables, donc qui a été faite avec des analyses dendrochronologiques. Donc, pour ce faire, on a fait le BIA, le Basal Area Increasement. On a fait le ratio de avant la fertilisation et de après la fertilisation pour comparer les taux de croissance entre les deux. Et on a trouvé qu'on avait une augmentation de 20% de croissance avec l'application de la cendre. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est un des premiers résultats dans lequel on peut dire qu'il y a une croissance aussi vite, genre c'est juste après 3 ans d'application. Donc, c'est qu'est-ce qui rend vraiment le résultat spécial. Donc, ouais. Pour conclure, ouais, les résultats généraux, ouais. Donc, au niveau du sol, on a quand même eu un effet intéressant, positif pour certains des éléments. Au niveau de la nutrition foliaire, les semis d'érable à sucre, on a eu vraiment un effet bénéfique, moins dans les érables à sucre matures.
Et c'est le contraire pour la croissance. Donc, les semis d'érable n'ont pas nécessairement bénéficié au niveau de la croissance, mais les érables matures, c'était bon. On a eu un effet positif à partir de 3 ans. Donc, j'ai remis l'article où on retrouve tous les résultats pour eux qui veulent la prendre en note. Donc, c'était ça. Merci beaucoup, Jolène. Tes présentations sont toujours aussi bien préparées, toujours très claires. Je te remercie beaucoup. Il y a sûrement des questions qui vont rentrer très prochainement. Je reste à l'affût. Donc, est-ce que la... Oui, OK. Jean a écrit, est-ce que ça s'adresse à toi? Je ne suis pas ça. On peut penser que les effets se feront sentir pendant combien de temps à long terme? Oui, je pense que ça peut certainement se poser à toi et puis même Roch, là. Oui. Au niveau de la cendre, il y a des études en Scandinave qui datent de 15-30 ans. Est-ce qu'on a encore des effets positifs significatifs dans le sol? Donc, c'est vraiment intéressant. Les effets, genre, au long terme, peuvent un peu se comparer à la chaux, qu'on peut voir encore des effets significatifs après 10-15 ans d'application. Donc, c'est vraiment un domaine ou un alternatif plus vert, si on veut, à la chaux. Mm-hmm. Il y a une autre question de la part de... attendez, là, de José Dionne. Je suis curieuse de savoir comment on expliquerait que l'équilibre nutritionnel est amélioré pour les semis et détérioré pour les arbres matures, alors que l'effet positif pour la croissance est sur les arbres matures. Oui, c'est sûr, ça paraît un peu contradictoire. Je pense que c'est juste les semis, c'était des semis de régénérescence naturelle, les vraiment très petits, donc peut-être que leur besoin nutritif n'est pas nécessairement le même, donc ils en ont bénéficié pour ça, mais ça ne s'est pas traduit dans la croissance. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir un peu plus en profondeur. Il existe aussi d'autres façons de voir les états nutritifs dans les érables à sucre. Tu peux faire d'autres types de diagnostics qui existent avec des analyses statistiques encore plus profondes. Donc, c'est à voir. Peut-être que ça serait peut-être plus pertinent dans le cas des semis. Puis aussi le fait que mon DRIS, il n'y a pas de normes pour les semis comme pour de référence pour le statut nutritif. Donc, j'ai utilisé les statuts nutritifs d'un arbre mature. Donc, ça, c'est un petit défaut, mais ça permet aussi genre de comparer avec d'autres littératures parce que c'est un peu qu'est-ce que les autres personnes ont fait. Donc, ça permet de comparer entre trucs. Mais ouais, à voir si d'autres types d'analyses nutritives pourraient porter d'autres informations. Mm-hmm. Il y a justement Damas Kaza qui pose la question, comment spécifiquement tu as calculé les IND? Est-ce que c'était par ACP, par exemple? Le IND, c'est la somme des indices. Donc, si tu avais un moins 18, genre, il te le convertissait en positif, puis il faisait la somme de tous les chiffres. Donc, il me semble que c'est comme ça qu'ils sont calculés. Peut-être revenir, je ne vois pas d'autres questions qui rentrent, Jolène. Il y avait une question de Jean là, et peut-être que Roch peut intervenir aussi. Là. Les coûts totaux à l'hectare d'une application sur sol en friche en date d'aujourd'hui seraient de peut-être Roch et puis Jolène ensuite, si tu as une idée là, dans le contexte des érablières, je pense que ça pourrait intéresser les gens. Oui, Jean, en fait, le coût, c'est beaucoup relié à la distance de transport du produit. Et, donc, c'est difficile de mettre un coût moyen. Je n'ai pas d'idée en tête, mais c'est le coût de transport là, qui coûte cher. C'est la distance de transport. C'est pas l'épandage. Je suis un peu du même que Roch, je n'ai pas nécessairement de chiffres à donner, je suis désolée. Si ça peut aider, je sais que la cendre, dans mon première expérience, a été appliquée avec un épandeur industriel. Puis la cendre était produite par Domtar en Estrie. Donc,
c'est peut-être des trucs qui vont influencer les coûts. Oui, mais je suis bien d'accord. Le coût ne vient pas avec le fertilisant comme tel. Évidemment, ces matières-là sont souvent disponibles gratuitement. C'est le coût de transport, puis aussi il y a l'épandage qui s'ajoute, mais c'est souvent fait sur de grandes surfaces, donc il y a une économie d'échelle qui se fait. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Peut-être qu'on pourra poursuivre là, à la toute fin. Donc, si tu peux terminer ton partage, Jolène, merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Merci. Maintenant, on va passer à Patrick qui va nous présenter quelque chose sur les biosolides papetiers. Donc, on couvre vraiment l'éventail là, des matières résiduelles fertilisantes au Québec. On est passé du municipal au centre de bois, puis maintenant au niveau des biosolides papetiers. Donc, la parole est à toi, Patrick. Merci, Nicolas. Vous voyez bien l'écran? Oui. Oui, parfait. Merci, Nicolas. En fait, je remercie également le réseau 2RLQ de nous donner l'opportunité de présenter une synthèse des travaux qu'on a faits sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre qui vient de la gestion de biosolides de papetière. Alors, dans cette présentation-ci, je vais d'abord définir ce qu'est l'écologie industrielle parce qu'on parle d'écologie industrielle quand on parle de valorisation de biosolides municipaux, de cendres de bois ou de biosolides papetiers. Je vais ensuite faire une synthèse de travaux qui ont été publiés par notre équipe entre 2016 et 2019. Et je vais terminer en vous décrivant un projet qui est en cours, qui met en fait à l'œuvre en fait, les biosolides de papetière et également l'anhydrite, un produit que je vais décrire en fin de présentation. Alors, pour débuter, l'écologie industrielle, c'est un concept qui a plusieurs principes. Le principe qui est important à comprendre aujourd'hui avec cette présentation, c'est que les résidus ou les sous-produits d'une industrie deviennent la matière première pour une autre. Alors, on va comprendre qu'avec l'écologie industrielle, en l'appliquant, on peut tendre vers un zéro déchet, donc d'éliminer en fait l'élimination ultime. Et également, par cette pratique-là, on peut également réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc atteindre une certaine carboneutralité si possible. Également, l'écologie industrielle est un véhicule pour faire la transition d'une économie de 20e siècle, qui est l'économie linéaire, vers une économie plutôt du 21e siècle qu'on doit adopter pour lutter contre les changements climatiques, c'est-à-dire l'économie circulaire. Donc, voilà pour ce qui est de la définition de l'écologie industrielle. C'est dans ce cadre-ci que, en fait, là, je vais décrire une synthèse de travaux qui ont été publiés entre 2016 et 2019 sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de la gestion de ces biosolides de papetière. Donc, vous voyez ici à gauche de l'écran tous les co-auteurs. Il y a Rocco qui a participé à ces travaux-là et qui participe encore aujourd'hui dans le projet qui est en cours que je vais décrire en fin de présentation. Alors, que sont ces biosolides de papetière? C'est une matière organique résiduelle qui provient, en fait, c'est un résidu semi-solide, semi-liquide qui provient, en fait, du traitement des eaux des usines de pâte et papier. Il y a deux grandes classes et ensuite des sous-classes qui existent, mais les deux grandes classes sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il y a des biosolides mixtes, où on a en fait un mélange de biosolides primaires et secondaires et des biosolides de désancrage qui proviennent en fait là, des usines qui font le recyclage de papier. Dans le cadre de nos travaux, nous avons travaillé uniquement avec les biosolides mixtes pour ce qui est du recyclage et de la valorisation des biosolides et également de l'enfouissement. Donc, on a travaillé avec des biosolides mixtes, un mélange de biosolides primaires et secondaires. On a publié une revue de littérature en 2016 qui décrit en fait le portrait global de gestion de ce produit au Québec et aussi dans le monde. Il y a trois filières qui sont assez communes et des filières émergentes. Donc, les trois filières communes sont celles qui sont encerclées en vert ici. Alors, nous avons d'abord l'application surtout sur des sols agricoles. On peut le faire en sylviculture, mais c'est encore émergent, pas appliqué à grande échelle. Donc, les biosolides peuvent avoir des bénéfices pour le sol et également pour la culture. En papetière, les biosolides vont être aussi brûlés avec d'autres composants de l'usine pour en faire de la chaleur qui va être transformée en vapeur. Cette vapeur-là peut être utilisée dans les procédés de fabrication de papier, mais également, cette vapeur-là peut être utilisée pour en faire de l'électricité si l'usine comme telle a une centrale de cogénération. Donc,
les biosolides peuvent être une source de biomasse pour produire de l'énergie. Et si on ne réussit pas à les recycler ou les valoriser, les biosolides vont finir à l'enfouissement et c'est ce qu'on veut éviter, c'est ce que l'industrie et le gouvernement tend à éviter. Alors, au Québec, ces biosolides, nous en produisons environ 1 million de tonnes par année. Et en 2018, les chiffres montraient que 25% de ceux-ci étaient enfouis, 34% étaient destinés au recyclage, c'est-à-dire à l'épandage, surtout sur des sols agricoles, et 41% étaient utilisés pour en faire de l'énergie, donc brûlée à l'usine pour la récupération de chaleur. Les biosolides font partie de cette grande classe de matières organiques putrescibles. Roch a mentionné brièvement en début de webinaire ce qui adviendra en fait de cette matière organique putrescible. Donc, le gouvernement avait des objectifs pour 2020 qui sont, je pense, prolongés maintenant jusqu'en 2025, où il y avait aussi une année 2023. Bref, le gouvernement a comme objectif de réduire à zéro l'enfouissement de matières organiques putrescibles. Donc, cette disposition-là pourrait toucher les biosolides. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait toucher les biosolides. Donc, ceci peut demander, en fait, demande un changement de gestion. Et au moment où on a commencé nos travaux, il n'y avait pas, en fait, de connaissances sur les émissions de gaz à effet de serre directes de la gestion de ces biosolides de papetière. Également, on a travaillé avec l'industrie pour en fait, aider à relever le défi pour certaines papetières de trouver des gestions alternatives si le contexte se pliait mal au recyclage et à la valorisation. Donc, c'est ici que nos travaux, en fait, deviennent pertinents, c'est-à-dire de produire de nouvelles connaissances pour ce qui est de quantifier les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des 3 principales filières de gestion des biosolides au Québec, c'est-à-dire l'enfouissement, l'épandage agricole et la combustion. Donc, dans cette diapo aussi, je vais également expliquer les méthodes de nos travaux. Alors, les mesures de gaz à effet de serre se sont faites avec une technique de chambre. Donc, l'enfouissement et aussi l'épandage agricole, les mesures ont été prises sur deux ans, en fait 2 saisons, de mai à octobre. L'enfouissement, les mesures ont été faites à l'échelle pilote, c'est-à-dire que nous avons creusé carrément des fosses pilotes d'enfouissement de 8 mètres cubes. Pour ce qui est de l'épandage agricole, nous avons travaillé avec des biosolides frais dans le sens qu'ils étaient fraîchement sortis de l'usine. Également, des biosolides qui provenaient de sites d'enfouissement. Et ensuite, donc, on a excavé ces biosolides de sites d'enfouissement et ensuite, on les a épandus. Donc, pourquoi prendre des biosolides de sites d'enfouissement? Bien, c'est parce qu'il faut comprendre que les fenêtres de production de biosolides sont différentes que la fenêtre d'épandage. Donc, les biosolides sont produits de façon quotidienne et la fenêtre d'épandage, elle est saisonnière. Alors, dans un futur proche, même si on interdit l'enfouissement, on va devoir en réalité stocker quelque part ces biosolides. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons pris des biosolides de sites d'enfouissement. Nous avons en fait épandu ces biosolides sur des cultures de blé et également pour la réhabilitation d'un parc à résidus miniers. On a également mesuré les émissions de la combustion de biosolides combinés avec d'autres composants dans 3 usines qui brûlaient les biosolides de façon différente. Donc, c'est ici pour donner simplement un ordre de grandeur des émissions pour les comparer avec l'enfouissement et l'épandage agricole. Dans les tableaux sommaires que je vais vous présenter dans les prochaines diapos, je présente en fait, donc on a mesuré des émissions des 3 principaux gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane et le N2O. Et je présente uniquement ici les émissions de méthane et de N2O converties en tonnes d'équivalent CO2 par tonne de biosolides secs. Parce que dans un inventaire de gaz à effet de serre, le CO2 ici, il est de nature biogénique. Donc, il fait partie du cycle court du carbone. Donc, il peut être déclaré par une usine, mais n'a pas de poids légal, si on veut, dans l'inventaire de gaz à effet de serre selon les normes établies. Donc, c'est pour cette raison aussi que je me concentre uniquement sur le méthane et le N2O dans les prochaines diapos. Donc, ici, on a un tableau, en fait, là, qui résume les facteurs d'émission en tonnes d'équivalent CO2 par tonne de biosolides secs. Nous avons les émissions de l'enfouissement, de l'épandage qui a été fait avec des biosolides frais ou qui sortaient du site d'enfouissement. Également, pour ce qui est de la combustion. Donc, sur un terme de 2 ans, les émissions de l'enfouissement pouvaient être plus faibles, mais également plus grandes que celles de l'épandage. Donc, ici, je vous demande de vous rappeler du terme de 2 ans parce que j'y reviens dans les prochaines diapos.
Si on compare les émissions de l'enfouissement à celles de la combustion, alors là, l'enfouissement avait des émissions nettement supérieures à celles de la combustion. Donc, je reviens sur le terme de 2 ans. En fait, là, les émissions de l'enfouissement, il y a des modèles qui projettent ces émissions à long terme. Donc, si on prend sur un horizon de 100 ans, ce qui est un horizon conventionnel dans les inventaires de déclaration de gaz à effet de serre, donc, si on modèle les émissions de méthane de l'enfouissement sur 100 ans, normalement, les émissions sont plus grandes au début, dans les premières années, vont s'estomper, vont réduire, vont être réduites à travers le temps, mais tout de même, ce cumul-là a un impact sur le climat. Tandis que pour l'épandage, les émissions surviennent normalement dans les 6 semaines qui suivent l'épandage. Donc, pour ce qui est de l'enfouissement, il faut considérer ces émissions sur un plus long terme que seulement 2 ans. Alors, quand on modélise les émissions sur 100 ans et selon certains paramètres, on se retrouve avec un spectre d'émissions pour l'enfouissement à long terme qui peut être de 0,94 à 1,5 tonnes d'équivalent CO2 par tonne de biosolide sec, ce qui devient en fait là, la filière qui serait la plus émettrice selon les modèles comparée à l'épandage et également à la combustion. Donc, si on fait un sommaire de ces travaux très court, le défi est de résumer tout ça en 15 minutes. Alors, à court terme, l'enfouissement a eu des émissions qui pouvaient être plus grandes ou plus faibles que celles de l'épandage, mais quand on modélise à long terme, alors là, la filière de l'enfouissement serait celle qui était la plus émettrice. À court terme, la combustion avait des émissions qui étaient inférieures à celles de l'enfouissement. Ces travaux-là ont également généré de nouvelles connaissances, donc la quantification des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais ce sont les premiers travaux, au meilleur de notre connaissance, qui rapportent des émissions substantielles de protoxyde d'azote qui proviennent de l'enfouissement. Donc, environ 2 % de l'azote qui est enfoui est émis sous forme de N2O. C'est une nouvelle connaissance parce que présentement, les modèles ne modélisent que les émissions de méthane de l'enfouissement, et ce pour les biosolides de papetière, mais également pour les déchets municipaux solides. Alors, donc, il y a lieu de peut-être proposer aux gens qui font les modèles d'intégrer d'une certaine façon dans le futur les émissions de N2O pour ne pas sous-estimer les émissions provenant de l'enfouissement de biosolides de papetière. Les travaux à venir et les publications à venir vont porter sur des mesures de l'émission de gaz à effet de serre de l'enfouissement sur des sites industriels. Ça devrait sortir dans les prochains mois. Je vais donc conclure en parlant brièvement d'un projet qui est en cours et qui met en fait à l'honneur encore là les biocides de papetière, mais là, cette fois-ci, combiné avec de l'anhydrite. Et donc, c'est un projet où on utilise les 2 produits pour la fertilisation de bleuets sauvages et également en sylviculture pour une plantation de pin gris qui pourrait représenter, si les résultats sont probants, une symbiose entre les industries du bleuet, les industries forestières, également les usines de pâte et de papier et de l'aluminium. Donc, un projet à saveur typiquement Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous le voulez. Alors, nous avons deux partenaires, Produits forestiers résolus et Rio Tinto. Produits forestiers résolus cherche à valoriser ces biosolides. Rio Tinto, dans ce cas-ci, a comme sous-produit l'anhydrite, qui est du sulfate de calcium, donc qui apporte une source de calcium et de soufre au sol. Cet anhydrite chez Rio Tinto, il est complètement valorisé présentement à 100 %, mais Rio Tinto cherche en fait à diversifier les débouchés pour leur marché. L'anhydrite est produit, en fait, c'est un sous-produit qui provient de la production de fluorure d'aluminium et il est produit chez Rio Tinto de la même façon qu'on produit le gypse commercial. Et c'est un engrais qui est homologué également par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, nous cherchons en fait à combiner ces 2 sous-produits, ce qui n'a pas été fait au meilleur de nos connaissances jusqu'à présent, pour en faire un engrais organique local avec, on l'espère, une capacité fertilisante améliorée par synergie. On veut utiliser ces 2 sous-produits pour la fertilisation de plantation de proximité. Et c'est bien important ici de dire de proximité parce que le transport ici est très important dans un cycle de vie. Si on fertilise des plantations très loin au nord du Québec, on vient effacer le potentiel de réduction de gaz à effet de serre par le recyclage de ces sous-produits. On teste également présentement ces 2 sous-produits pour la fertilisation de bleuets sauvages au lac Saint-Jean. Donc, c'est un projet d'écologie industrielle où des sous-produits d'une industrie deviennent la matière première pour une autre. Et donc, il peut y avoir des bénéfices économiques et également environnementaux. Donc, le premier bénéfice économique a trait surtout
au biosolide de papetière, c'est-à-dire que parce qu'on évite l'enfouissement, on pourrait éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et si un protocole était mis en œuvre, on pourrait peut-être délivrer des crédits compensatoires pour cette pratique, ce qui deviendrait assez intéressant pour les papetières par une gestion, en fait, de gérer de façon alternative leur biosolide, soit d'éviter l'enfouissement. Ensuite, si on combine les deux sous-produits ensemble, on a un potentiel de réduire les coûts de fertilisation. Présentement, par exemple, l'industrie du bleuet utilise des engrais minéraux et également le fumier de poulet. Le fumier de poulet, par exemple, peut coûter 600 $ la tonne. Alors ici, avec des sous-produits locaux qui n'ont pas une grande distance à être transportés, ont un grand potentiel d'aller en deçà de ce coût de 600 $ la tonne, donc ce qui serait un avantage pour les producteurs de bleuets dans la région. Les bénéfices environnementaux, c'est qu'en fait, on vient développer de nouvelles voies de valorisation, donc il est tout le temps bien de diversifier ses débouchés dans un marché. Également, on cherche à substituer les engrais minéraux par l'utilisation de ces deux sous-produits, parce que dans un cycle de vie, les engrais minéraux peuvent générer de grandes quantités de gaz à effet de serre. Donc, en fait, les spectres d'émissions pour l'azote, par exemple, sont ceux-ci. Une tonne d'azote produit en engrais minéraux peut générer de 0,4 à 13,4 tonnes d'équivalent CO2. Donc, ce potentiel peut être très bien baissé, diminué par l'utilisation de sous-produits locaux. Donc, c'est ce qui, en fait, là, les collaborateurs et partenaires pour ce projet en cours sont les suivants: Résolu Rio Tinto, également le CREBIC, le CQRDA, qui nous finance via le ministère de l'Économie. Également, nous avons Rockwimet comme collaborateur ici du MFFP et le MFFP a financé ces projets-là aussi. Nous avons aussi eu un financement du MAMH. Et je remercie également Carbone Boréal et le Fonds AES, la Corporation d'aménagement forêt normandin et Gazon Savard, et également mes collaborateurs chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, également, tous les autres travaux que je viens de présenter ont eu lieu grâce à des partenariats publics et industriels. Donc, je vous montre brièvement ces partenaires-là et je les remercie pour nous avoir permis de faire ces travaux-là. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup, Patrick. Ça nous fait voir un angle là, très intéressant là, du forçage radiatif, là, de l'usage de ces différents avenues-là là, pour nos matières résiduelles. Je pense qu'il y a déjà des questions. Je descends. Oui, de Charles. Bonjour Charles. Il y a une très grande variabilité du facteur d'émission de l'épandage, plusieurs ordres de grandeur apparemment. Pourquoi? Oui, en fait, là, dans les articles, on détaille évidemment tous les traitements. Il y avait, dans le fond, c'était des sols, il y avait des sols différents. Donc, en fait, le sol qu'on a utilisé était un sol qui était glaiseux, surtout, donc une teneur qui était forte en argile. Et les émissions vont dépendre aussi, en fait, là, des précipitations ou des conditions climatiques de la saison. Donc, plus le sol est humide, plus il va émettre de gaz à effet, en fait, de N2O par dénitrification. Et également, nos traitements avaient en fait là, une dégradation, si on veut. On remplaçait les engrais minéraux de façon graduelle par les boues de papetière. Donc, dans une saison qui est plus humide, il est possible que les boues de papetière émettent un peu plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un engrais minéral qui, lui, c'est simplement la granule qui est appliquée. Donc, c'est pour cette raison-ci, en fait, les traitements, mais également les conditions climatiques qui nous ont en fait donné des spectres d'émissions qui pouvaient varier autant que ça. D'accord, merci. Je vois, est-ce que je manque des questions? Non, je ne pense pas. Moi, j'en ai une là, au lac Saint-Jean. Est-ce que vous les utilisez, les biosolides papetiers, surtout dans un contexte de liniculture ou c'est vraiment plus au niveau boisement, là, restauration sur site minier et tout ça? Quelle est la pratique la plus courante chez vous? Oui, la pratique la plus courante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est surtout sur des sols agricoles. Nous, on développe ces projets-là pour, en fait, là, trouver des débouchés, entre autres, pour la liniculture, peut-être plus en forêt privée de proximité. Mais
la grande partie de biosolides recyclés, c'est surtout en site agricole. Et les usines, présentement, réussissent quand même à faire très bien là, ici dans la région pour valoriser une grande proportion de leur biosolides. Donc, c'est vraiment en terrain agricole. Ouais. D'accord, d'accord. Je vois pas d'autres questions. Peut-être que je peux en profiter avant que les questions, de nouvelles questions rentrent. Il y a un article là, qui vient tout juste d'être publié ou qui est sur le point d'être publié dans la revue Canadian Journal of Forest Research, publié par Simon Bilodeau-Gauthier et moi-même et d'autres auteurs sur l'usage des biosolides papetiers mélangés à la boue de chaux dans un contexte de polyculture au sud du Québec. Et les résultats sont assez fulgurants pour certains. C'est à travers un réseau de plantation. Et puis les résultats sont assez convaincants là, pour plusieurs des sites expérimentaux. Donc, je vois, ça m'a permis de voir de nouvelles questions, Patrick, pour toi. Donc, j'en ai une ici qui vient de José Dionne. C'est peut-être un commentaire à titre informatif, notamment pour Roch et Patrick. L'année dernière, le ministère de l'Environnement a publié sa stratégie de valorisation de la matière organique qui met à jour les objectifs en matière de recyclage de la matière organique. C'est disponible, donc le site est partagé. Donc, Roch a déjà remercié José. Merci, José. Je pense qu'il y a une autre question aussi, un peu plus loin. De Gabriel Boilard. Avez-vous récolté des données sur les rendements des cultures où il y a eu de l'épandage? Oui, c'est présenté dans les articles scientifiques que j'ai montrés dans la présentation. Et il s'est avéré qu'il n'y a pas eu de différence significative entre l'utilisation d'engrais minéraux et de biosolides. Donc, un ou l'autre peut très bien faire. Alors là, c'est au niveau du cycle de vie qui devient intéressant d'utiliser les biosolides. Donc, d'abord pour éviter l'enfouissement et sinon pour substituer les engrais minéraux. Donc, il y a un rendement similaire, oui. Mm-hmm. Merci. Éric Lapointe, qui travaille beaucoup avec les biosolides papetiers, justement en Estrie. Peut-être la dernière question pour toi, Patrick. Comment comparez-vous les risques environnementaux, les risques au niveau de la santé publique, alimentation, entre parenthèses, et les bénéfices sur la base de la séquestration des gaz à effet de serre lorsqu'on compare la valorisation en agriculture versus sylviculture? OK. Les risques environnementaux pour ce qui est des biosolides de papetière, en fait, il y en a pas de la façon que c'est géré ici au Québec, c'est-à-dire qu'on n'épand pas n'importe quoi sur nos champs. Tout, en fait, doit être régi par un programme de fertilisation par un agronome. Donc, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne l'épandage de métaux lourds, si on veut, ou d'autres contaminants. Le produit, il est géré. Même chose pour l'anhydrite également. En termes de séquestration de carbone, ça devient intéressant pour les parcs à résidus miniers. J'en ai pas parlé beaucoup ici, mais bon, ça peut être une façon, en fait, les parcs à résidus miniers deviennent en fait c'est un technosol construit par la main de l'humain. Et c'est un sol souvent qui est très, très sableux. Donc, les biosolides peuvent, à ce moment-ci, si on plante d'autres espèces, deviennent assez intéressants pour la séquestration du carbone dans le sol. Pour ce qui est de la liniculture ou de la sylviculture, alors là, je vais avoir des résultats en octobre lors d'un séminaire du MFFP où on a un projet en fait là, qui utilise les biosolides, celui que je viens de décrire. Donc, pour le moment, il y a eu une augmentation de croissance par les biosolides qui pourrait se traduire par une séquestration. C'est à vérifier dans les prochains mois. Parfait. Merci, Patrick. Merci pour ta question, Éric. Donc, je pense qu'on a écoulé notre temps. Je remercie les trois présentateurs. C'était super intéressant. Puis, je pense que je vais immédiatement céder la parole à Patrick pour le mot de la fin. Oui, l'autre Patrick. L'autre Patrick, c'est ça. Donc, vraiment un grand merci aux trois présentateurs. C'était vraiment très intéressant. Puis, merci également aux participants qui se sont joints à nous ce matin. Donc, je voulais vous rappeler que ce webinaire sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, vous trouverez le lien sur le site Internet du 2RLQ dans la catégorie webinaire thématique. Ce matin, donc, on avait notre dernier webinaire avant l'été.
qui fait partie d'une série de 7 webinaires que nous avions initiés en décembre 2020 et qui nous ont permis d'aborder l'ensemble des thématiques et expertise du réseau. Donc, nous reprendrons une nouvelle série de webinaires dès le mois de novembre 2021, après le colloque d'octobre, avec d'autres projets de recherche sur les mêmes thématiques. Et nous souhaitons aussi également moduler notre formule des 3 présentations par webinaire en l'ouvrant possiblement à un seul conférencier pour avoir la possibilité d'aborder certaines thématiques plus dans le détail. Donc, si vous sentez si vous sentez un intérêt pour venir présenter vos travaux de recherche au réseau, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous inviter. Donc, sur ce, un grand merci à tous et à bientôt, en espérant que vous viendrez nombreux à notre colloque d'octobre. Le colloque, je pense qu'il sera sur un site Internet conjoint d'EURELQ Réseau Environnement à partir de la fin juillet donc 2021. Et donc, vous pourrez prendre connaissance de la programmation et puis de commencer à vous inscrire pour ceux qui veulent avoir des tarifs intéressants. Donc, merci à tous encore et puis bonne fin de journée.